Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures du Pipin, et cette fois-ci, elle est dédiée à mon bilan lecture du mois de mars. Alors à peu près la quasi-totalité des livres que je vais vous présenter, vous aurez un insert juste ici de la couverture parce que j'ai tout redonné à ma médiathèque. Je pense qu'à force, je vais devoir vous faire une vidéo complète sur ma médiathèque parce que je ramène tellement de livres qu'il va falloir que je vous en parle, ça devient très très grave. Mais ceci n'est pas le sujet. Commençons tout de suite par la partie graphique de ce que j'ai lu au mois de mars parce que il y en a beaucoup. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous faire un résumé des séries que j'ai en cours parce que ça serait trop spoilant pour vous, surtout par rapport notamment à celui-ci où j'en suis à l'avant-dernier tome. Donc, il s'agit de Les Gouttes de Dieu. Oui, une fois de plus, je vous en reparle. Mais j'ai lu les tomes 42 et 43, et dans ma main, c'est le dernier, c'est le 44 que je n'ai pas encore lu. Mais c'est la fin, on le sent. C'est triste et c'est chouette en même temps. C'est triste parce que on arrive sur la fin d'une super chouette aventure où je me suis régalée de lire. C'est triste parce que j'arrive à la fin d'une aventure fabuleuse qui m'a suivie pendant très longtemps et que j'ai vraiment adoré, où j'ai appris plein de choses. Et c'est chouette parce que je vais enfin savoir la fin, ce qui va se passer. Et plus on avance, plus on se rapproche de l'échéance. Donc j'ai très hâte de lire ce 44e et dernier tome de la série. Toujours dans ce qui est continuité de série, on est à un autre tome de Cesare Borgia. C'est toujours publié chez Kiyun, c'est toujours de Fuyumi Soryo, et c'est toujours aussi génial. C'est le tome 5 que j'ai lu et franchement, je l'enchaîne, voilà, c'est le tome 6 que je vais lire ce mois-ci, et je me régale. J'apprends vraiment beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Alors, il y a certainement d'autres choses qui ont été enjolivées pour pouvoir faire un petit peu avancer l'histoire, mais il y a quand même beaucoup de points qui sont historiques, qui nous permettent d'en apprendre plus sur ce qui se passe en Italie à l'époque, point de vue géopolitique, point de vue découverte, point de vue avancé, historique, religieux, bref, plein de choses en rapport avec l'art également, qui sont incroyablement intéressants à connaître. Donc franchement, Cesare Borgia, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de cette série. Toujours dans la continuité des séries, j'ai enfin terminé avec les tomes 4 et 5, Lock and Key. Qu'est-ce que c'était chouette, franchement, j'ai adoré cette série. Autant le premier tome, j'étais un petit peu dubitative, je ne savais pas encore si j'appréciais ou non la série, autant à partir du deuxième, c'était fabuleux. Le quatrième était incroyable et heureusement que j'avais le cinquième parce que il se coupe à un endroit mais crucial dans l'aventure où on a besoin de réponses, on a besoin de connaître ce qui va se passer tout de suite. C'est en plein dans le feu de l'action, en plein dans les révélations. Et heureusement que j'avais le tome 5 qui termine mais en apothéose la série. C'était incroyable, franchement je me suis régalée sur cette série. Autant graphique, les comics c'est vraiment un style graphique que j'aime beaucoup. Et celui-ci de Gabriel Rodriguez et Joey, il est incroyable. C'est beau, c'est bien colorisé, avec une dynamique de storyboard incroyable qui nous fait ne jamais nous ennuyer. Et même découvrir des petits détails en relisant qu'on n'avait pas forcément vu au premier abord. C'est super intéressant. C'est un peu gore quand même, il faut bien l'avouer, ça reste un comics, donc c'est quand même quelque chose qui est fait plus pour adultes. Donc il faut aimer la vision du sang, il faut aimer un petit peu la torture psychologique aussi, il faut aimer aussi tout ce qui est un peu la bagarre également, ça peut parler du sujet de la mort, donc il peut y avoir pas mal de triggers, mais ça reste comme je disais un comics, donc c'est quand même quelque chose de très adulte, donc en général il faut être plutôt aguerri pour pouvoir lire ce genre d'œuvre en fait. Moi j'ai adoré et maintenant j'ai vraiment, mais alors vraiment envie de regarder la série qu'il y a sur Netflix. D'autant plus que je parlais de cette série avec certaines personnes dans les commentaires et franchement ils étaient emballés par la série Netflix. Ah, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si je vais être déçue par rapport à une énième adaptation peut-être un peu douteuse de quelque chose que j'ai adoré lire en version comics. On va essayer de lui donner sa chance et on va tester parce que franchement c'était incroyable. Ce système des clés qui permettent d'ouvrir des passages dans cette maison fabuleuse, soit dit en passant, parce qu'elle a l'air incroyable en vrai. J'adorerais aller dedans, rien que pour passer une nuit dans une des maisons du manoir Lovecraft. Ça a l'air trop chouette. Bref, ouais, ce système de clés qui permet, bah, on va dire, d'ouvrir une tête pour intégrer des connaissances en l'espace de 30 secondes, de passer du genre féminin au masculin, de devenir un fantôme errant pour passer à travers les portes, de manipuler les ombres, de faire grandir les objets ou les êtres humains. Incroyable.
tant d'idées, c'est très très riche, c'est super intéressant. Et j'avoue que maintenant que j'ai lu toute la série, mon personnage favori va rester celui de Dodge, qui est incroyablement charismatique, très ambigu, avec une partie sombre comme claire qu'on ne connaît pas trop. Il faut vraiment arriver à la fin du 5e tome pour vraiment connaître tous les tenants et aboutissants de ce personnage. Il est ultra complexe et il a des yeux incroyablement beaux. Et franchement, je me suis régalée du début à la fin à essayer de deviner ce qui allait se passer avec ce personnage qui est vraiment incroyablement complexe et très très riche. C'était super, il y a plein d'autres personnages que j'adorais parce que il y a énormément de personnages dans cette série. Celui de Kinsey également qui est très intéressant, qui est une jeune fille un petit peu torturée, c'est une ado qui vient de perdre des êtres chers, qui ne sait pas trop comment se positionner dans la vie, elle a envie d'avancer mais elle a envie de grandir et de rester enfant en même temps. Elle a envie d'avoir un soutien parental mais en même temps elle essaye d'être le parent pour son petit frère qui est là et qui ne sait pas trop comment gérer la vie quand on est un enfant. Elle est incroyable cette jeune fille et franchement c'est un de mes personnages également favoris de toute la série. Je vous recommande vraiment un 300% Lock and Key. Si vous aimez le genre comique, si vous êtes accroché à tous des détails un petit peu glauques et sanglants comme ça, franchement lisez cette série, elle est incroyable. Donc maintenant on va entamer toute la partie des graphiques que je viens de commencer. Ça va être soit des nouvelles séries, soit des one-shots. Et on va commencer avec un one-shot avec, on va dire, un des classiques de chez Lovecraft, L'Appel de Cthulhu, qui a été dessiné par Gu Tanabe et qui met donc en scène l'un des chefs-d'œuvre des piliers de Lovecraft, Cthulhu, avec ce mythe de cette créature avec ses tentacules, moitié pieuvre, moitié démon, moitié homme. On ne sait pas trop. Et on va suivre la quête d'un jeune homme qui ne connaît rien à ce mythe de Cthulhu et à ce culte, mais qui va recevoir des témoignages à droite à gauche de gens un petit peu hallucinés qui vouent un culte à une créature qui n'existe pas, qui est inconnue de tous les cultes païens ou autres, et qui les rend un petit peu fous, parce qu'ils ne savent pas d'où viennent certaines visions, certains rêves qu'ils font. Ils voient cette étrange créature et ils en ont peur, et cette peur est incompréhensible. Et il va donc essayer de connaître un petit peu plus ce qu'est ce fameux Cthulhu, quels sont ses adeptes et pourquoi il y a toutes ces personnes qui, par magie, commencent à rêver de ce personnage en fait. Alors j'avais déjà lu la version roman de Cthulhu, donc H.P. Lovecraft, et j'avais pas totalement adhéré. C'est assez particulier. L'écriture, ça va, ne m'a pas dérangé plus que ça, mais je trouvais ça passablement lent en fait. C'était très plat. Et ça ne m'avait pas spécialement convaincu. Même j'avais testé aussi les montagnes hallucinées. Oui, c'est sympa, c'est un excellent imaginatif. Il y a beaucoup de recherches derrière, il y a beaucoup de matière à faire quelque chose de très compliqué, de très complexe, de très riche, mais pas plus. Donc avec cette version en manga, je me suis dit c'est une autre version que je vais pouvoir découvrir, une autre adaptation de Lovecraft. Et malheureusement, j'en suis restée au même point, que c'était passablement plat. Je crois que Lovecraft, malheureusement, c'est pas tout à fait fait pour moi. J'aime beaucoup l'imaginaire, c'est très complexe. Le style graphique est très sombre, très anguleux, très noir, donc ça rend un côté très mystique, une ambiance assez glauque et pesante qui va très très bien au mythe. Mais à côté de ça, définitivement c'est plat, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Quand les personnes arrivent finalement devant Cthulhu, tu le vois 30 secondes et finalement il s'en va. Ouais, enfin, tout ça pour ça, j'étais vraiment déçue une fois de plus, Lovecraft. Je sais pas si les autres adaptations, parce qu'ils ont fait d'autres adaptations des chefs-d'œuvre de Lovecraft en version manga. Peut-être que j'en lirai un autre par curiosité pour voir si, malheureusement, juste l'appel de Cthulhu ne m'avait pas convaincu. Mais j'ai peur que toute l'œuvre de Lovecraft, je n'arrive pas. Peut-être que, vu que ça fait longtemps que je les ai lus en roman, il faudrait que je me remette dedans et que je les lise maintenant que j'ai un peu plus de recul et de connaissances en matière littéraire. Mais en attendant, Lovecraft, ce n'est pas mon ami. Donc, c'était beau, mais ça ne m'a pas convaincu. Donc, passons à autre chose. Alors là, on va changer radicalement d'ambiance. On va passer du sombre et du glauque à la lumière et la joie.
Parce que là, je vais vous présenter les 3 premiers tomes d'un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui n'ont alors rien à voir avec Toulouse. Il s'agit de Les Carnets de l'apothicaire. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes pour le moment et je vais lire la suite ce mois-ci. Et franchement, c'est une excellente découverte, je me suis régalée. D'ailleurs, je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, ma vidéo spéciale dédiée au carnet de l'apothicaire est sortie, donc je vous la mettrai dans le petit i et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Parce que c'est une très jolie découverte où on va suivre Mao Mao, qui est une jeune fille qui s'est faite enlever et qui a été revendue en tant que servante à la cour impériale de Chine. Elle essaye de pas trop se faire remarquer et d'être le plus discrète possible, mais le problème c'est qu'elle a des talents incroyables dans tout ce qui est connaissance de poison, car avant d'être enlevée, elle était apothicaire et fille d'apothicaire. Alors quand un empoisonnement a lieu au sein de la cité impériale, elle ne peut pas rester à rien faire et elle va se mêler de cette histoire. Or, son talent qu'elle ne voulait pas dévoiler, il va être mis au devant de la scène et va se faire repérer par Tin She, qui va la mettre en avant et la propulser au rang de servante d'une des plus grandes courtisanes de la cité impériale. Et à partir de là, on va suivre un petit peu les aventures de Mao Mao dans cette cité où personne ne connaît l'intérieur vu qu'elle est complètement close au public, avec ses intrigues de cour, avec ses empoisonnements, avec ses complots politiques, avec ses coups bas entre courtisanes pour essayer d'avoir les faveurs de l'empereur. Et c'est super chouette, très très intéressant avec tous ces poisons, tous ces soins, toutes ces enquêtes un petit peu parfois mystiques. Moi, je me suis régalée avec les histoires de Mao Mao et j'ai très envie de lire tout de suite la suite parce que c'était super chouette. Les graphismes sont très beaux, c'est très frais, avec une belle histoire, une jolie intrigue qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets là où j'en suis, donc j'ai très hâte de me mettre dans la suite de cette série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. On en a fini pour tout ce qui était partie graphique, donc maintenant on va arriver plutôt dans le côté des romans. Et le premier dont je vais vous parler, c'est une autrice que je voulais découvrir depuis un bon bout de temps déjà, que j'ai enfin pu découvrir grâce à La Face Nord du Cœur, qui est publiée aux éditions Gallimard Noir. Et cette autrice, c'est Dolores Redondo. Alors elle est connue dans le monde du thriller, du policier, du psychologique, avec une plume particulière et que j'ai voulu absolument découvrir parce que c'est une autrice hispanique, si je ne me trompe pas. Et à part Le Silence de la Ville Blanche, je n'avais encore jamais lu de thrillers policiers qui viennent du monde hispanique en fait. Donc je voulais vraiment connaître cette plume qui est apparemment très particulière, mais qui ravit bon nombre de personnes. Et pour faire un bref résumé de La Face Nord du Cœur, on va suivre Amaya, qui est une jeune inspectrice, si je ne me trompe pas, et qui essaye d'intégrer les rangs du FBI parce qu'elle a une sensibilité hors du commun et des capacités intellectuelles incroyables qui l'aident à résoudre des enquêtes et à trouver des indices que des personnes, on va dire, normales ou qui n'ont pas donc cette sensibilité n'arrivent pas à trouver du premier coup comme elle y arrive. Et on va la suivre jusqu'à la Nouvelle-Orléans pendant la tempête Katrina, car il y a un psychopathe qui sévit pendant les grandes catastrophes naturelles et qui décime des familles entières. Et la tempête Katrina étant colossale, ils sont sûrs et certains qu'il va frapper à cet endroit. Donc on va suivre cette jeune femme avec cette équipe d'enquêteurs qui va être autour d'elle, qui ne la comprennent pas toujours parce qu'elle est extrêmement jeune, extrêmement intelligente, et ils prennent ça un petit peu pour de l'arrogance, qui plus est que c'est une femme, donc une femme arrogante et très intelligente dans un monde d'hommes, ça ne passe pas toujours bien. Donc c'est très intéressant de voir tous ces combats qu'elle va devoir mener parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est très intelligente, parce qu'elle a une sensibilité que les gens ne comprennent pas et qui n'a pas sa place, on va dire, au sein de la police, parce que pour eux, on ne se base pas sur une intuition pour résoudre une enquête. Donc il va falloir qu'elle trouve sa place, qu'elle s'impose, sans pour autant essayer d'écraser ses collègues. Donc ça va être assez compliqué, mais c'est très très sympa à découvrir le cheminement personnel de cette jeune femme, tout en se baladant à travers une Nouvelle-Orléans, mais complètement dévastée par ce cataclysme qu'était Katrina. En pleine face, on va se prendre la misère et la détresse humaine face à l'ampleur d'une catastrophe qui n'était pas prévue à une échelle aussi colossale. C'est assez dur à lire, point de vue que c'est un événement qui a réellement existé. Certes, les faits de l'enquête en eux-mêmes, non, mais la tempête, oui, elle a vraiment dévasté la moitié de la Nouvelle-Orléans, elle a tué des milliers de personnes, elle a laissé sans logement des milliers d'autres,
Elle a laissé beaucoup de gens livrés à eux-mêmes pendant beaucoup de temps, le temps que les secours puissent réagir et aller agir sur place parce que tout a été inondé, les arbres étaient tombés en plein milieu, des câbles électriques trempés dans l'eau et empêchaient les gens de pouvoir passer sans être électrocutés. Il y avait plein de désastres, plus les gens qui en ont profité pour aller piller à droite à gauche, en profiter pour tuer des rivaux. Bref, c'était l'apocalypse complète. Et évoluer à travers cette Nouvelle-Orléans complètement dévastée, et en plus avoir le poids d'un psychopathe qui va commettre un crime, on ne sait pas où en Nouvelle-Orléans, et on ne sait même pas s'il est vraiment à la Nouvelle-Orléans, et bien ça donne une dimension tout autre à ce roman que j'ai beaucoup aimé. La plume de Dolores est très incisive, on va dire qu'elle est assez compliquée à appréhender, point de vue que c'est pas une écriture de thriller classique. C'est quelque chose de très poussé, de très pointu, de presque arrogant de par son savoir qui est étalé durant tout le livre, pour parfaire justement avec cette jeune femme, Amaya, qui a une intelligence hors du commun et qui étale sans le faire exprès cette intelligence parce que pour elle tout est logique, tout est coule de source en fait. C'était super intéressant. Je me suis régalée et j'ai bien envie de lire maintenant d'autres romans de cette autrice. Notamment, je sais que il y a, je crois, 3 autres romans avec Amaya, justement, qui vont me permettre maintenant d'accéder à ces 3 livres avec une vision un peu plus claire de qui est ce personnage. Parce que, outre l'enquête de la jeune femme, il va y avoir un petit peu de son passé qui a été dévoilé, qu'on ne connaissait certainement pas dans les 3 tomes que je n'ai pas encore lus. Donc, j'ai très hâte maintenant de les découvrir, maintenant que j'ai toutes ces informations en main. Donc, Dolores Redondo, une très belle découverte, je l'ai beaucoup aimée. Et j'ai hâte de lire la suite maintenant. J'ai également lu La Mort Noire de Laetitia Bourgeois, c'est publié aux éditions 10-18, je vous mets la couverture juste ici parce que j'ai prêté le livre à ma mère. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi, je l'ai lu dans le cadre du Blossom Spring Challenge pour pouvoir compléter l'une de mes catégories, ce qui est maintenant chose faite, et j'ai beaucoup aimé. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, parce qu'à la base on va être en 1348 au temps de la peste noire, et on nous dit en 4e de couverture que la peste noire peut-être est utilisée à mauvais escient pour pouvoir camoufler des crimes. On ne sait pas si la personne qui est morte est vraiment morte de la peste. Est-ce qu'elle est morte toute seule, entre guillemets, de manière naturelle à cause d'une maladie? Ou est-ce qu'elle a été aidée? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a assassinée et qui a fait passer ça pour une mort de la peste noire parmi tant d'autres? Ça m'intriguait beaucoup parce que je me suis dit, c'est un excellent contexte, entre guillemets, pour pouvoir assassiner des gens en prétextant que la personne est morte de la peste, donc il n'y a pas de lieu d'être inquiété, le meurtrier ne craint rien. Ça m'intéressait énormément, mais en fait, je m'attendais à une enquête avec des... Oui, voilà, des meurtres qui allaient être exécutés au temps de la peste, avec un enquêteur qui allait essayer de chercher qui était ce fameux meurtrier qui se faisait passer pour la peste elle-même. Mais en fait, pas du tout. On va se concentrer sur une unique personne qui est décédée et qu'on essaye de chercher si elle est vraiment morte donc de la peste ou si c'est quelqu'un qui l'a aidée et si oui, pour quelle raison. Et donc j'étais un petit peu surprise qu'on s'arrête sur un seul et unique cas, mais c'était quand même très intéressant parce que plutôt bien tourné. L'autrice justement, elle arrive à concilier une écriture un petit peu moyenâgeuse, parce que donc ça se passe très longtemps dans le passé, avec des mots un peu désuets maintenant qui ne s'utilisent plus tout à fait, mais qui dans le contexte sont très utiles pour avoir quelque chose de très vivant et de très donc actuel pour l'époque. Donc c'était très intéressant de ce point de vue-là, parce que moi, je connais pas trop tout ce qui est Moyen-Âge, hein, je sais pas ma période de prédilection. Mais la peste noire, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce que je l'ai étudié et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée de par mes études et que quand je retrouve cette période dans des romans, j'aime beaucoup me passionner pour ces périodes-là et voir ce qui s'est réellement passé avec les méthodes médicales qu'il y avait à l'époque pour se soigner, pour se protéger et compagnie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'ai retrouvé également donc dans ce livre. Et soit dit en passant, presque rien à voir, mais la couverture m'avait également interpellée parce que ce corbeau avec ce masque des docteurs vénitiens pour la peste, je trouvais ça super chouette et très intriguant parce que justement ça tape tout de suite à l'œil maintenant, c'est
C'est ancré chez les gens que ce masque est équivalent à la peste noire. Donc tout de suite, on fait le rapprochement en voyant cette couverture, et moi ça m'avait interpellée et je voulais le lire. Et je voulais le lire pour savoir ce qui allait vraiment se passer. Il est très très court d'ailleurs, il fait à peine 250 pages, je crois, quelque chose comme ça, à peine. Donc il se lit très très vite. Et c'était une très jolie lecture, je me suis régalée, même si c'était pas tout à fait ce que j'escomptais au premier abord, ça m'a quand même beaucoup plu, c'est très intéressant à lire, c'était une très belle lecture. Et on va terminer la vidéo avec le dernier livre que j'ai lu au mois de mars qui s'appelle Le Serment de l'orage et que j'ai adoré. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas lu de fantasy et que je voulais me remettre un petit peu dedans. J'ai trouvé ce livre à la médiathèque qui m'interpellait, ça faisait plusieurs fois que je passais devant, je me disais je ne connais pas, ça a l'air pas mal, peut-être que je vais essayer, mais je m'y étais encore jamais réellement intéressée parce que j'avais quand même plein d'autres livres à lire, donc j'ai essayé d'être à peu près raisonnable et de pas en emprunter un alors que j'en avais d'autres chez moi à lire. Mais finalement, en repassant une énième fois devant, j'ai fini par craquer et l'emprunter pour le lire. Que voulez-vous, je suis faible devant des livres que je ne connais pas et qui m'intéressent, donc finalement, je l'ai donc emprunté, je l'ai lu et j'ai adoré ce que j'ai lu. C'est de la fantaisie chevaleresque comme je les aime. Et franchement, du début à la fin, j'étais dedans. Je ne pouvais pas finir le livre avant le mot fin, en fait. C'était pas possible de le reposer. Je l'ai dévoré en même pas 2 jours, je crois bien, parce que j'étais dedans. C'était parfait. Et en plus, je l'ai lu un soir d'orage et de tempête, donc parfait pour le timing météorologique, sans le faire exprès, impeccable. Et pour ce qui est du résumé, on va suivre 2 jeunes apprentis chevaliers qui essayent de se faire un nom dans le monde donc, de la chevalerie. J'ai failli dire de la chevaliérisation. Perceval et Camelot sortaient de ce corps. Bref, qui essayent de se faire donc un nom dans le domaine de la chevalerie. Et pour ça, ils vont participer à un grand tournoi où il va y avoir les personnes les plus importantes de la société qui vont être là, qui vont regarder ce tournoi et qui peuvent repérer différents talents pour pouvoir les engager après au sein de leur royaume. Donc eux, ils essayent de participer à ça, mais ce ne sont pas des lumières, ils brillent plutôt par leur incompétence ou leur brusquerie plutôt que par leur fait d'armes et par leur capacité à se battre correctement. Et contre toute attente, ils vont être repérés par un chevalier qui doit aller sur ces nouvelles terres, loin au nord du pays, et qui cherche à construire une petite armée, une petite confrérie de chevaliers pour pouvoir l'accompagner sur ces nouvelles terres et créer un nouveau royaume avec ces nouvelles gens. Voyant là une occasion qui ne risquait pas de se représenter vu que donc ils ne sont pas très doués, les chevaliers ont tout de suite accepté et ils s'en vont dans ces terres du nord pour essayer donc de créer un nouveau royaume avec leur nouveau maître. Mais en arrivant sur place, ils vont trouver une terre complètement dévastée, presque en ruine, utilisée uniquement par des paysans affamés qui sont sous le joug d'un baron qui fait régner la terreur et qui, à côté de ça, par sa cruauté et par sa mainmise sur le bas peuple, mais également par des faits un petit peu mystiques qui entourent cette terre, où il y a des choses étranges qui se passent, des choses inexpliquées qui relèvent du domaine de la sorcellerie, et qui donc fait que peu de gens, voire aucun, ne veut aller s'établir sur ces terres. Donc, un mélange entre combat de chevaliers, entre mysticisme, entre guerre des royaumes. Ah, c'était vraiment parfait, c'est exactement ce que je recherchais en ce moment. C'était exactement ce que je recherchais au moment de ma lecture, une fantaisie un peu bourrine comme ça, mais avec plein de questions qui restent encore sans réponse, car apparemment c'est le premier tome d'une trilogie, mais la suite n'est pas sortie. Et je n'ai pas trouvé d'informations sur une quelconque date de sortie prochaine du second tome, ce qui me frustre énormément, parce que la fin de ce premier tome est horrible. Elle est en cliffhanger putassier, une fois de plus je cite le fossoyeur de film, mais il a raison avec cette expression, parce que c'est exactement le sentiment de frustration que l'on a à la fin du livre. Une foulitude de questions est là, et on n'a pas les réponses. Il faut lire la suite, mais il n'y en a pas. Ah, je veux la suite, si l'auteur passe par ici, monsieur, faites la suite, je veux absolument savoir ce qui se passe, il y a trop de questions qui sont dans ma tête là. Ah, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer parce que j'étais vraiment bien dedans, et honnêtement, si j'avais eu le tome 2 sous la main, je pense que je l'enchaînais direct. C'est bourrin, mais en même temps, ce sont des combats de chevaliers, donc ça peut pas faire dans la dentelle non plus, hein, ça me paraît assez logique. Il y a ce côté un petit peu mystique, fantastique, lié avec
des religions avec des croyances plus ou moins effacées, plus ou moins méconnues, qui donnent un petit quelque chose d'attrayant, un petit coup à la Game of Thrones aussi avec tous ces coups bas, tous ces messes basses, tous ces coups dans le dos qu'il va y avoir avec ces trahisons, avec ces batailles, avec ces nombreux morts. Oui, c'est très prenant, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, avec beaucoup de revirements de situation, plus ou moins attendus, mais tellement encore de questions sans réponse que presque je vous dirais d'attendre que le tome 2 soit sorti pour pas que vous soyez frustrés à la fin du tome 1, tellement il manque beaucoup d'éléments pour pouvoir avoir toutes les pièces du puzzle ancrées, pour pouvoir avoir tous les tenants et les aboutissants, il manque encore quelque chose. C'est pas quelque chose de négatif, c'est justement c'est fait pour appâter le lecteur, c'est fait pour dire tiens, je t'ai donné les premiers éléments, si tu veux vraiment savoir ce qui va se passer, lis la suite. Mais elle n'est pas là, la suite, et moi je la veux, donc je suis très frustrée de l'attendre. Et je vais être obligée de conclure cette vidéo sur cette frustration de l'attente, mais qui est quand même bénéfique parce que c'était une belle découverte finalement. Heureusement que je me suis arrêtée sur ce livre à ma médiathèque parce qu'il était vraiment génial. Et ceci est donc le dernier roman que j'ai pu lire pendant ce mois de mars. Un petit mois de mars, il est vrai, même si j'ai commencé 2 autres romans que je n'ai pas encore terminés, donc ils seront dans mon bilan du mois d'avril. Mais en attendant, je vais clore cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez peut-être découvert de nouvelles lectures. N'hésitez pas à utiliser comme d'habitude la section des commentaires si vous voulez qu'on en discute ensemble. Et sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines nouvelles lectures, et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!